l'épidémie d'Ebola s'étend au Mali qui compte maintenant 4 morts. Plus de 570 personnes sont sous surveillance. La situation inquiète. Condamnation à mort lundi d'un officier congolais et 4 rebelles ougandais pour avoir tué un colonel, une décision de la Cour opérationnelle militaire du Nord Kivu. À Hong Kong, des barricades sont démantelées ce mardi. Il s'agit de l'exécution d'une décision de justice pour réduire l'occupation des manifestants pro-démocratie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition sur Sika. 4 Israéliens ont été tués ce mardi matin dans l'attaque d'une synagogue à Jérusalem. L'attaque a été provoquée par 2 Palestiniens. Les 2 terroristes sont entrés dans la synagogue et ont tué 4 fidèles. Des policiers arrivés sur place ont abattu les 2 terroristes, au dire de la porte-parole de la police, Louba Samri, qui a précisé que 4 autres fidèles ainsi que 2 policiers qui sont intervenus contre les auteurs de l'attaque avaient été blessés. Elle a également indiqué que les auteurs de l'attaque étaient des Palestiniens de Jérusalem-Est. La synagogue attaquée est située dans un quartier ultra-orthodoxe juif situé à Jérusalem-Ouest. Et nous allons donc parler également d'une autre nouvelle en bref. AQMI a diffusé lundi sur Internet la vidéo d'un otage se présentant comme le seul Français encore détenu dans le monde, Serge Lazarvik, ainsi que d'un homme se présentant comme un otage néerlandais. Indication du centre de surveillance des sites djihadistes. La vidéo de l'otage français a été authentifiée et constitue une preuve de vie récente qui était attendu depuis longtemps. D'après la présidence française, Serge Lazarvik, 50 ans, a été enlevé au Mali le 24 novembre 2011 en compagnie de Philippe Verdon qui lui a été retrouvé mort d'une balle dans la tête en juillet 2013. Voilà. Le Burkina Faso, à présent, le tout nouveau président de la transition, Michel Kafando, prêtera serment ce mardi même et la passation officielle du pouvoir aura lieu vendredi prochain. Ainsi se présente l'agenda du Conseil constitutionnel qui a confirmé la date de la cérémonie d'investiture. Le lieutenant-colonel Zida, qui a pris le pouvoir le 31 octobre après la chute du président Blaise Compaoré, chassé par la rue après 27 ans de règne, restera donc à la tête du pays jusqu'à vendredi prochain. Reportage. Des discussions forcenées, mais une constitution et un président intérimaire établis en seulement 2 semaines, peu de sang versé, la transition politique au Burkina Faso peut servir d'exemple après 27 années de règne du président Blaise Compaoré. Le pire était pourtant à craindre lors de la prise de pouvoir par l'armée le 31 octobre, jour de la chute de Blaise Compaoré. Beaucoup de Burkinabés craignaient un coup d'état militaire et le maintien au pouvoir du lieutenant-colonel Isaac Zida, ancien numéro 2 de la garde présidentielle. Le Burkina Faso connaîtra donc une semaine très chargée sur le plan institutionnel, marquée également par la nomination du Premier ministre et du gouvernement, ainsi que le choix des membres du Conseil national de transition, le CNT, le Parlement intérimaire. L'opposition, quant à elle, se divise sur la désignation des 30 membres qui lui sont impartis, sur 90 sièges au total dans le CNT. Un camp souhaite que 2 nouveaux députés soient ajoutés aux 28 qui siégeaient déjà dans l'ancienne Assemblée nationale que l'armée avait suspendue. Une autre tendance souhaite une répartition nouvelle. L'opposition burkinabé, marquée par sa faiblesse et son morcellement, n'était unie que sur son hostilité à Blaise Compaoré et son refus d'une révision de la Constitution pour permettre le maintien de celui-ci au pouvoir. Toujours au Burkina Faso, après 2 semaines de tractations et de concertation, armées, forces politiques et sociétés civiles ont réussi à désigner un homme du consensus pour conduire la transition. Mais que pensent les habitants de la capitale Ouagadougou au sujet de cette nomination? Nous vous proposons de suivre les impressions de quelques Burkinabés. Si le peuple est sorti, c'est qu'il y avait beaucoup de problèmes. On a besoin que tout le monde mange à sa faim, que les enfants soient scolarisés, que les jeunes aient de l'emploi, la santé. Voilà les 4 domaines sur lesquels ils doivent vraiment travailler. On en a besoin. Et surtout, bonne chance à eux. Je le connais un peu. Je crois qu'il voit tout.
pouvoir accomplir sa mission. Parce que c'est quelqu'un qui est rigoureux et puis un bon travailleur. Voilà, donc je pense qu'il va pouvoir faire son travail. Il y aura d'autres nominations, les premiers ministres, les membres du gouvernement, et ils vont travailler à ce qu'il y ait réellement cohésion de tous les fils du pays. Donc je pense qu'après tout ça, si ce travail est abattu, la paix pourrait revenir au Burkina Faso. Il va s'occuper de nous les sinistrés, pour les vandaliser. J'espère qu'il va nous dédommager. Moi, c'est mon souhait. Et que les pays soient en paix, que tout le monde puisse travailler et tout. Ça, c'est mon souhait comme ça. Un officier congolais et 4 rebelles ougandais ont été condamnés à mort lundi pour l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. La Cour opérationnelle militaire du Nord Kivu est arrivée à la conclusion que la mort du colonel Ndala avait été planifiée par des militaires congolais et exécutée par des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, a déclaré le colonel Joseph Maya Mokako, premier président de cette juridiction. Le lieutenant-colonel Birosto donc a été condamné à la peine capitale et radié de l'armée. 4 ADF, dont leur chef Jamil Moukoulou, ont été donc condamnés à mort également par contumace. Notre officier, le lieutenant-colonel Joker Kamouleta, a été condamné à 20 ans de prison ferme et un civil à 15 ans d'emprisonnement. L'inquiétude enfle au Mali où la psychose gagne les populations. Lundi, plus de 570 personnes ont été mises sous surveillance sanitaire. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta appelle à la vigilance. Le Mali ne ferme pas ses frontières, mais les mesures de sécurité doivent être renforcées aux entrées du pays. Le lavage des mains et la prise de température sont obligatoires aux frontières. Le Mali a quand même reçu une bonne nouvelle. Le foyer de la maladie à Kaï, où a été enregistré le premier décès dû à la maladie, est déclaré éteint après une période d'incubation du virus. Aucun nouveau cas n'est signalé. L'information a été portée par le ministère même de la Santé. Pendant ce temps, c'est le médecin sierra-léonais rapatrié d'urgence samedi qui a perdu sa bataille contre le virus aux États-Unis lundi. Il s'agit du second patient à mourir d'Ebola aux États-Unis après le Libérien Thomas Eric Doucan, mort le 8 octobre. La Commission européenne a annoncé lundi une nouvelle enveloppe de 29 millions d'euros pour l'Afrique occidentale, ce qui porte sa contribution totale à 373 millions d'euros. La France a étendu la semaine dernière ses contrôles aux passagers en provenance du Mali et aux États-Unis. Dès lundi, le dispositif de contrôle en place depuis le 11 octobre pour les passagers en provenance des 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus affectés, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, donc a été étendu à ceux du Mali. Les nouvelles du virus Ebola toujours. Le responsable nommé par l'ONU pour lutter contre le virus en Guinée est décédé lundi à Conakry, un peu plus d'un mois après sa nomination, a-t-on appris, auprès de l'ONU qui n'a pas divulgué la cause de sa mort. Pendant ce temps, la Commission européenne a annoncé ce lundi une nouvelle enveloppe, comme on le disait tantôt, une évolution jugée très dangereuse par le coordonnateur de l'Union européenne. Voici le reportage. Le commissaire européen au développement s'est dit préoccupé par la propagation de l'épidémie d'Ebola au Mali. C'est devant le Parlement européen qu'il s'est exprimé de retour d'une mission en Afrique. Nommé fin octobre coordonnateur contre Ebola par l'Union européenne, Christos Stylianides qualifie la situation comme un signal très dangereux. Dernier pays en date touché par Ebola, le Mali déplore depuis un mois 4 morts pour 5 cas répertoriés, dont une fillette de 2 ans et un imam guinéen décédé le 25 octobre à Bamako, la capitale malienne. Cette situation a poussé les autorités à mettre sous surveillance 442 personnes ayant pu entrer en contact avec l'imam de la ville de Kouré-Malé. À cheval sur le Mali et la Guinée, il était venu se faire soigner à Bamako. L'Union européenne doit aussi faire pression sur les gouvernements des 3 pays les plus touchés pour une meilleure coopération, en particulier dans la zone rouge de leurs frontières communes.
Selon les experts de l'Union européenne, en Sierra Leone, où les infrastructures manquent, il est urgent de mettre en place des centres de traitement, tandis qu'au Libéria, il fait surtout des hygiénistes, des infirmiers et des équipes mobiles capables de travailler au niveau des villages. En Guinée aussi, l'accent doit être mis sur des équipes mobiles ainsi que sur le déploiement d'épidémiologistes. Nous allons de ce pas à Hong Kong. Des dizaines d'huissiers appuyés par des policiers ont fait démanteler ce mardi même des barricades en exécution d'une première décision de justice visant à réduire l'étendue des sites occupés par les manifestants pro-démocratie. Des huissiers de justice étaient donc de la partie. La dizaine de manifestants présents sur les lieux en ce moment n'ont opposé aucune résistance quand des ouvriers démontaient les barricades installées autour de la Citic Tower, un gratte-ciel situé en limite du principal site d'occupation à administrer près du siège du pouvoir. Rappelons que les manifestants réclament depuis le 28 septembre l'instauration d'un suffrage universel véritable. Leur nombre s'est considérablement réduit, mais ils occupent toujours 3 sites dans l'ancienne colonie britannique, perturbant sérieusement les transports publics et l'activité économique. Au Pakistan, dans la province rurale du sud, située dans le sud du pays, les crimes d'honneur sont monnaie courante. Ils servent souvent aussi à asseoir un pouvoir local, voire à estorquer des terres aux plus faibles. Et ce fléau très difficile à combattre provoque la mort d'une personne par jour dans le seul district de Sukkur. Voici plus de détails à travers ce reportage. Depuis 4 ans, cette mère de famille vit un enfer. Un jour de 2010, sa fille aînée disparaît du domicile de son mari. Il exige donc d'épouser la cadette comme le veut la tradition. Celle-ci refuse. Pour se venger, il la déclare Carrie, infidèle en Sindhi. À partir de ce moment, il se sent autorisé à l'éliminer. On était en train de dormir sur les banquettes et ils sont arrivés et ils ont tiré dans le dos de ma fille. Moi, je dormais juste à côté, alors j'ai pris une balle dans le doigt et une autre dans la hanche. Ma fille est morte sur le coup et ils se sont enfuis en sautant au-dessus du mur. Impuni, car plus puissant, le meurtrier coule des jours tranquilles à Karachi, malgré une enquête en cours. Le Karo-Kari, c'est le nom local du crime d'honneur, une plaie de cette province du Sindh pakistanais. Interdit par la loi, il y a pourtant des assassinats chaque jour dans ces villages. Théoriquement censé punir une femme infidèle, le Karo-Kari sert en fait de vengeance pour les querelles du quotidien. Ces journalistes écrivent sur le sujet chaque jour. C'est surtout une vengeance pour des histoires de terrain. Si quelqu'un convoite 2 ou 3 arts de la terre d'un autre, ce qu'il fait, c'est qu'il accuse une femme, même de sa propre famille. Il l'accuse de salir son honneur et ensuite, il peut récupérer sa part ou la tuer. Un moyen violent mais efficace pour s'accaparer des terres ou de l'argent. Car si le Karo-Kari est considéré comme un meurtre par la loi pakistanaise et donc puni de prison à vie, il suffit d'un arrangement pour que la plainte soit retirée et que l'enquête s'arrête. Un casse-tête pour la police qui trouve facilement le coupable, mais ne peut rien faire. Si les 2 parties décident de s'arranger, la personne qui a commis un crime, enfin qui a tué sa femme, et l'autre famille, la famille de la femme tuée, si les 2 font un compromis, alors le criminel paye de l'argent à la famille de sa femme et il est libéré par la justice. C'est ce qu'on appelle l'argent du sang. Les femmes ne sont pas les seules victimes de ces crimes d'honneur. Mohamed, ici en chapeau orange, a été déclaré Kara par un puissant propriétaire terrien qui lorgne sur son lopin de terre. Kara, car il aurait été vu en train de parler à une mère de famille. En fait, la menace a un prix. Contre $8 000, Mohamed peut vivre en paix. Mais comme il n'a pas cet argent, il se cache, terrorisé. Désormais, quand je sors, je suis toujours accompagné de 3 ou 4 amis et je sors discrètement. Si je dois absolument aller en ville pour travailler, j'y vais. Ou bien je reste caché dans la maison, ou bien là où je me sens en sécurité. Le Sindh est une des provinces pakistanaises les plus touchées par les crimes d'honneur
Et ces meurtres impunis restent en augmentation, selon la police. Ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention et très bonne suite des programmes sur SICA.